Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gros bilan lecture du mois d'octobre 2020. Alors comme vous voyez il y a beaucoup de livres ce mois-ci et encore il y en a 2-3 qui ne sont pas présents sur la pile. Donc on va parler de tout ça maintenant. Oui, pour une fois j'arrive à porter la pile alors je la tiens. Je vais aller la poser. Je sais pas trop où mais... Allez, c'est parti. Non mais en vrai je la pose où là, est-ce que je vais réussir à la mettre? Allez. La question c'est plutôt si je vais réussir à la remettre. Bon alors là j'ai lu énormément pendant le mois d'octobre, je ne sais pas par quel truchement, par quel voilà, je peux juste difficilement nier maintenant que je lis rapidement, il y a des périodes où je lis plus rapidement que d'autres. Voilà, on va passer là-dessus. Je vais vous parler, j'en avais parlé un petit peu le mois dernier il me semble, en tout cas il faisait partie des lectures à cheval que j'ai décidé de vraiment terminer en fait ce mois-ci parce que sinon j'allais le traîner jusqu'à 2021 et voire même juin 2021 si je m'y prenais bien. Donc voilà, en fait j'ai lu 41 exercices d'hygiène spirituelle de Damien Leguet aux éditions Salvator. Alors, en fait si j'ai mis autant de temps pour le lire, c'est qu'au départ je voulais les lire vraiment comme l'auteur le conseillait, comme des petits bonbons à savourer. Sauf que je me suis rendu compte que je finissais par l'oublier, même les jours où je réservais un peu plus de place aux lectures spirituelles, parce que justement je voulais n'en lire qu'un seul et je me disais ne le prends pas dans ton sac, parce que si c'est pour lire 3 pages, après tu vas laisser, ça va juste te prendre de la place. Donc je l'oubliais. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je les ai lus quasiment tous d'une traite, et là j'ai trouvé beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de matière quelque part, qui m'ont aidé à réfléchir et qui restent maintenant, et je suppose que du coup je les relirai plus tard. Je reviendrai un petit peu dessus pour peut-être trouver une nouvelle matière à mâcher, comme un bonbon à savourer quelque part. Et en fait, ce sont des livres, donc il y a une réflexion sur les démons que nous avons à l'intérieur, la manière que nous avons de voir aussi le Seigneur ou les forces qui gouvernent notre monde, surtout, enfin voilà, ça peut s'adresser à tout le monde, mais surtout aux chrétiens, donc à la manière de voir Dieu, de voir les autres, et de creuser effectivement en soi cette forme de méditation que beaucoup découvrent, mais qui nous pousse, grâce à cette méthode, à ces exercices, à aller plus loin. Parce que la méditation, on se centre sur soi, mais on ne fait pas le ménage et on reste un peu dans notre mélasse. C'est ce que l'auteur nous explique. Et en fait, à chaque fois, on a une... je vais essayer de vous montrer. On a, voilà, par exemple, ici, Dieu est chirurgien de nos plaies et non charlatan d'un bien-être factice. C'est pas mal comme phrase. Hein. Et on a, voilà, 3 pages et ensuite un exercice, petit exercice d'hygiène spirituelle. Alors ce que je reproche et ce que j'apprécie à la fois dans ce livre, c'est que dans les exercices d'hygiène spirituelle, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de suggestions, de pistes, et du coup, c'est vraiment à nous de les intérioriser pour trouver les réponses. Il n'y a pas de réponse qui nous est donnée, il y a juste des envolées de questions, des choses qui nous permettent de nous vraiment d'aller creuser plus profond, et en même temps, on aurait envie d'avoir de se laisser guider par quelque chose, mais c'est pas possible. L'hygiène spirituelle, c'est justement de nous-mêmes faire le ménage, de nous-mêmes faire le point pour sortir quelque chose de ça. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est en tout cas ce que j'ai ressorti de ce livre et j'ai du coup beaucoup apprécié ma lecture et ce qui a pu en ressortir. Donc je vous le conseille vraiment parce que ça se lit un peu comme vous voulez, soit étape par étape, soit comme moi, tout d'un seul coup. La seule chose dont on est sûr, c'est que vous allez retenir quelque chose de ça et que ça risque de vous travailler à l'intérieur. Pendant ce mois d'octobre, j'ai aussi lu 2 mangas, donc les tomes 6 et 7 de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto aux éditions Nobinobi. J'ai beaucoup apprécié ces 2 tomes, j'ai lu celui-ci hier et celui-ci en tout début de mois. J'apprécie toujours autant de retrouver Takagi et Nishikata. Leurs petites farces sont tellement drôles, j'aime beaucoup les réactions de Nishikata qui se fait embêter à chaque fois et qui est persuadé que Takagi peut lire dans ses pensées tellement il est prévisible en fait. Mais voilà, ce sont des petites chamailleries d'ado qui donnent accès à des... Enfin, on sent quand même que Takagi, elle est amoureuse de Nishikata, puis lui, il ose pas trop y croire, donc c'est... Mais ça reste vraiment de l'amitié et des petits gags tout simples qui sont juste sympas, je trouve, à lire. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant qu'on arrive dans ces tomes-là, c'est différent de ce qu'il y a dans l'animé que j'avais découvert grâce à mon mari. Et du coup, je peux maintenant narguer mon mari pour lui dire écoute, il y a des trucs que je sais et que toi tu sais pas. Et du coup, il essaie de me piquer les mangas. Je dis non, tu vas devoir tout lire avant de savoir. Du coup, voilà, c'est fun et c'est frais, c'est toujours sympa à lire. Donc, vraiment, si vous avez envie, n'hésitez pas. En plus, les dessins sont assez chouettes. Puis, je
trouve que vraiment les gags sont simples, mais ça fait sourire. C'est simple et ça fait du bien. Donc n'hésitez pas, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Parlons maintenant d'un livre que j'ai lu quand j'étais malade, parce que oui, j'ai été malade une journée complète dans mon lit, KO. Un livre que j'ai lu du coup en une journée. Il s'agit du Canard en Judée de Hugues Lefebvre, donc La vérité sur l'affaire Jésus aux éditions Cassard. J'avais hésité un petit moment en fait avant de prendre ce livre parce que je me suis dit le ton, je suis pas sûre que je vais apprécier, et en fait je me demande pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt. Parce que j'ai beaucoup ri en fait pendant cette heure. C'est parfait, hein. Quand on est malade, on a besoin de trucs pour rire et pour se détendre. Et franchement, c'est une enquête qui est menée au temps de, on va dire, autour de la dernière année de Jésus, avant sa crucifixion, sa passion, mais avec une équipe de journalistes comme si c'était maintenant, mais avec les moyens de l'époque. Donc on a une équipe de journalistes qui forment le Canard en Judée. Petite réplique au Canard enchaîné si vous ne savez pas, enfin si vous n'avez pas perçu le jeu de mots. Et ils partent en fait, effectivement, ils sont au bord de la faillite et puis ils cherchent de nouveaux articles et puis du coup ils partent et ils vont sur les pas en fait sans s'en apercevoir de José, de ce rabbi qui fait tellement parler de lui. Et il y a plein de petits jeux de mots d'actualité, mais qui sont en rapport avec effectivement cette vie de Jésus. Par exemple, on a le journaliste qui s'occupe un peu d'écologie, tout ça, qui s'appelle Yann Arthus, fils de Bertrand. J'espère que vous avez percuté le jeu de mots aussi. Pour ceux qui ne l'auraient pas percuté, c'est par rapport au célèbre photographe Yann Arthus Bertrand. Et il y a beaucoup, par rapport aux paraboles, par exemple, vous savez, on dit qu'il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume, à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et du coup, on a un chameau un propriétaire qui a voulu lui dire mais de toute façon c'est facile, et qui a essayé de faire passer la patte de son chameau dans l'aiguille, sauf qu'il est resté coincé. Et il y a des choses qui sont prises véritablement au sens littéral, et c'est à mourir de rire parce que ça se lit super vite. C'est-à-dire c'est écrit gros, on a des articles, là vous commencez à percevoir un article qui est mis en page. Mais c'est juste hilarant, et je pense qu'on soit croyant, qu'on a l'habitude de fréquenter les Écritures ou pas, ça apporte un nouveau regard, un autre regard là-dessus. Moi je suis tellement appréciative de ce genre de choses que je peux que vous conseiller, parce que c'est juste top, ça fait rire, et le message de fin est très très beau aussi, donc n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'est un régal. Alors ce mois-ci, comme du coup j'ai été malade, j'ai écouté un petit peu plus de lecture audio que d'habitude. J'ai donc écouté en entier Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, lu par Marie Royer, donc chez Audible Studio. Alors, j'avais lu il y a un an et demi, je sais plus, en arrière. Oui, un an et demi, je crois. En 2019, j'avais lu Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin, et ça l'avait pas fait. Il y avait une bonne fluidité dans l'histoire, mais concrètement, le fond de l'histoire, j'avais trouvé ça très sombre et très malaisant en fait. Et c'est un petit peu le souci que j'ai retrouvé avec Changer l'eau des fleurs. On vous parle dans le résumé d'apprécier les instants de la vie. Alors oui, il y a une belle... L'héroïne aide vraiment à apprécier le sens les petites choses simples de la vie. Mais à travers ça, on passe quand même par une histoire qui est vraiment très macabre. Je ne veux pas dire, mais... le mari ex-mari nous met vraiment mal à l'aise. Ce qui se passe avec sa fille, c'est encore pire. Tout ce qu'il y a dedans. J'écoutais l'histoire et j'étais là, mais... Et j'ai fini par me prendre en fait au jeu de l'histoire et de me dire ok, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce qu'au final on arrive un peu dans une enquête policière qui se mêle au présent. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent par rapport à cette femme qui maintenant est gardienne de cimetière et qui savoure les petits présents de la vie comme ils viennent. Et autant j'ai apprécié la narration de Valérie Perrin et puis aussi la narration à l'oral de Marie Royer, qu'elle fait très très bien, autant j'avoue que le fond de l'histoire, encore une fois, m'a mis vraiment mal à l'aise. Je me suis dit, pour moi, ça me fait pas m'évader. Je me sens vraiment mal en écoutant cette histoire. Je suis allée jusqu'au bout parce que je voulais savoir comment ça se terminait et quel était le fin mot de l'histoire par rapport à la fille de l'héroïne et par rapport à son histoire d'amour, parce que souvent c'est ça qui me maintient. Mais j'avoue que pour moi, je pense pas que je continuerai à lire des livres de Valérie Perrin parce que ça me met mal à l'aise et que je trouve que c'est très très sombre, alors que c'est pas ce que je cherche, et je trouve ça...
macabre, je suis désolée de le dire, mais je trouve ça très macabre. Déjà dans les oublis du dimanche, j'avais trouvé ça très macabre et j'ai du mal à dépasser cette vision-là et à me concentrer sur les plus petites choses sympathiques entre guillemets. Enfin, je sais pas si d'autres personnes l'ont ressenti comme moi, mais alors moi j'avoue que je suis très perplexe et je suis un peu mal à l'aise avec ça. Donc voilà, si d'autres personnes ont même ressenti ou d'autres ressentis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que moi j'avoue que je suis un peu... Ouais. Dans un autre registre, j'ai relu mon propre tome 3. Donc Les Originels, tome 3, L'Accomplissement. Donc c'est une vieille édition chez Anyway Édition, voilà, c'est un vieux truc. Pour ceux qui se posent la question, c'est effectivement moi sur la couverture. C'est la seule et unique fois où ça se passe. Oui, la fille s'emballe. Alors, comment vous dire? Et par rapport à ce que... Enfin, si vous avez suivi la vidéo précédente, j'ai relu les tomes 1 et 2 en fait pendant le mois de septembre. Ça a été là aussi malaisant. On va pas se le cacher, ça a été très malaisant. Et là, en fait, on est vraiment dans le... C'est le dernier tome et... Alors, c'est un énorme truc, c'est une brique. Je pourrais assommer quelqu'un avec si je le gardais dans mon sac et que je me faisais agresser dans la rue. C'est un avantage non négligeable, on va pas se le cacher. Mais... j'ai beaucoup apprécié la narration. Alors, voilà, je ne vais pas vous faire une critique de mon propre livre, mais tout ça pour vous dire que c'était le moins malaisant des trois. Il y a certainement un peu trop de contenu, parce que vrai, il est vraiment très très gros et je pense que dans la nouvelle version, je vais bien raboter. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont j'avais raconté à l'époque cette histoire et ce que je pouvais en dégager pour maintenant. Donc il y a des choses que je vais garder, des points dans l'histoire que je vais garder, d'autres que je vais enlever, voir si c'est toujours nécessaire ou pas. Enfin, de toute façon, il y a des choses qui sont obligées de sauter parce que dans ma nouvelle manière de considérer les pouvoirs des héros, ça ne peut pas rester. Mais clairement, je garde dans un coin de ma tête ce que j'ai pu mettre dans ce tome 3 qui est pour moi le plus abouti de la saga. Et j'aimerais que toute la série lui ressemble. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder un peu plus. Si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir comment ça va se passer au niveau de la réécriture. Et voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à dire, ça fait déjà 1 minute 40 que je parle de ça, on va peut-être s'arrêter. Ce mois-ci, j'ai lu un autre livre de Fabrice Adjadj. Il s'agit de Comment parler de Dieu aujourd'hui, donc aux éditions Salvatore. J'avais beaucoup aimé le premier livre que j'avais lu de lui, À moi la gloire. Et je n'ai pas trop hésité en fait quand j'ai pris celui-là. Donc c'est un anti-manuel d'évangélisation en fait. Ce sont des conférences qu'il a fait, 3 conférences il me semble en fait sur la question comment parler de Dieu aujourd'hui, comment évangéliser. Et en fait il retourne un petit peu la question parce qu'on est comme ça en mode comment parler de Dieu aujourd'hui, comment présenter ça en mode que tout le monde soit hyper attiré comme si c'était un produit, comme s'il fallait absolument vendre Dieu quelque part et que voilà on promouvait la foi, voilà. Ça se passe pas comme ça. D'abord, on parle beaucoup du comment, mais est-ce qu'on sait d'abord de quoi on parle? Non, on ne sait pas puisque Dieu est un mystère. Comment parler? Est-ce qu'on sait déjà parler tout court? Savoir que dans tout ce qu'on pourra dire ne saura jamais recouvrir le mystère de Dieu en lui-même. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est conscient quand même du contexte actuel, de la manière d'aborder les choses, de se dire que les autres n'ont pas forcément envie d'entendre parler de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils pensent réellement de Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu pour eux, qu'est-ce que c'est Dieu pour nous. Enfin bref, il y a énormément de questions qui sont soulevées et je trouve la réflexion très très pertinente. On est passé du comment parler de Dieu aujourd'hui, comme si c'était une évidence, à est-ce que tu sais parler, est-ce que tu sais ce qu'est Dieu et est-ce que tu as conscience du contexte d'aujourd'hui. Voilà, une simple question peut être soulevée en tellement de points, c'est presque une centaine de points qu'il fait pour développer son argumentaire et c'est clairement une réflexion que je risque de proposer à certains quand on me posera la question aussi et des choses que je risque de réutiliser aussi pour ma propre réflexion pour me dire en fait peut-être que je vais pas forcément parler de Dieu et laisser peut-être mon être ou autre chose parler de Dieu à ma place. Peut-être que je vais essayer d'être un reflet, que ma bouche parlera moins. Voilà, ça laisse planer énormément de réflexions en fait sur la manière dont on vit sa foi, dans la manière dont on exprime sa foi, même sans les mots. Et voilà, donc je peux que vous conseiller parce que vraiment, que ça soit ce livre ou d'autres, moi clairement, je pense que je vais passer toute la bibliographie de Fabrice Adjadj, je ne sais plus parler, je vais passer toute la bibliographie de cet auteur parce que ses réflexions me parlent et me font vraiment réfléchir aussi. Voilà. J'ai eu une lecture en numérique que beaucoup d'entre vous ont été très contents de me voir lire. C'est d'ailleurs ma 100e lecture de l'année
Il s'agit du tome 1 de Archibald Sky, Y a-t-il pénurie de chamallows à San Francisco de Jupiter Phaeton, donc en auto-édition. Alors, sachant que il est en auto-édition actuellement, mais je crois qu'il est en train de passer en édition classique avec la maison d'édition Panda Jones, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai fait cette lecture en commun avec Un chat dans la ville. Coucou, si tu passes par là. Ça a été très chouette de faire cette lecture en commun, de pouvoir vraiment, comment dire, échanger au fur et à mesure, parce qu'en fait, une lecture commune, on décide de prendre un livre, de commencer le même jour, d'arriver jusqu'à un certain palier. Arrivé au palier, on s'arrête jusqu'à ce que l'autre y arrive aussi, on échange et on échange nos impressions au fur et à mesure du coup. Et on va de palier en palier comme ça jusqu'à la fin de la lecture. Et en fait, je vous avoue que voilà, j'en attendais pas énormément, mais quand je vois qu'il y a un tel succès, je suis toujours un peu frileuse. Et j'ai été agréablement surprise de voir que le récit était très très fluide, que les dialogues étaient vraiment très envolés. C'était ça qui donnait beaucoup de rythme et de dynamisme à l'histoire. Que l'héroïne est une anti-héroïne. Archibald Sky, clairement, elle me fait penser à mon héroïne. Elle a envie de taper sur des gens. Elle est un peu schizophrène sur les bords, mais on trouve ça drôle. Elle n'est pas du tout romantique, mais elle a quand même une petite part de romantisme en elle. Enfin bref, c'est un être humain qui est un peu pétri de contradictions et qui est à la fois très unie dans ce qu'elle est, qui est très très au clair avec tout ce qu'elle ressent. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'elle a beaucoup de réparties, elle est carrée dans ce qu'elle fait, droite dans ses bottes. Donc, et pourtant, il y a des malaises, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Et j'ai bien aimé au départ l'aspect un peu X-Men du futur, si vous voulez, parce que tout le monde a des pouvoirs, sauf elle. Mais elle se débrouille quand même pour... elle se débrouille pour se retrouver dans des situations un peu compliquées et puis s'en sortir de manière badass. Donc ça, c'est chouette. Et en même temps, l'histoire, au bout d'un moment, j'ai fini par la trouver un peu chelou. Il y a des choses que j'ai vraiment anticipées. Je me suis dit, ça c'est clair, c'est pas comme ça que ça. Enfin, c'est pas ce qu'on nous présente avant la fin du livre, il va y avoir ça, ça, ça. Et j'ai été un petit peu, enfin, pas déçue, mais au final, il n'y a pas. J'ai pas trouvé cet engouement. Voilà, peut-être que je dirai la suite, mais pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu tiède. Voilà, j'ai beaucoup apprécié la manière de raconter de Jupiter Phaeton. J'aime beaucoup sa narration, j'aime beaucoup son héroïne. Mais ça m'a pas balancé du rêve en fait pour un premier tome. J'ai à la fois envie, un petit peu, de lire la suite et en même temps je suis là, ouais, je suis pas tout à fait convaincue par ce qu'on m'a présenté. Donc je sais pas, je verrai à la longue. Peut-être que plus tard je lirai la suite, surtout que là avec le confinement qui a été remis en place, je risque de lire beaucoup, encore plus. Donc c'est à étudier. C'est à étudier, mais j'avoue que pour l'instant je suis sur un oui, mais pas tout à fait, tout simplement. J'ai moyen adhéré. Le duo Archie avec son meilleur ami est super fun. Le Sean machin. Et puis le reste, voilà, je suis pas tout à fait convaincue. Voilà, c'est simplement ça. Je suis pas tout à fait convaincue. Mais peut-être que je lirai d'autres livres de Jupiter pour me faire une autre idée de ce qu'elle a pu écrire. Voilà. J'ai affreusement l'impression de parler pour ne rien dire. Après ça, enfin même un peu en même temps, en fait, pendant les paliers, quand j'attendais qu'un chat dans la ville me rejoigne, j'ai lu L'éveil de Mademoiselle Prime de Natalia San Martin Fenoyera. J'espère que ça se prononce comme ça, sinon j'aurais juste un accent espagnol de M. Aux éditions Pocket. Alors en fait, voilà, c'est une jeune femme, enfin Mademoiselle Prime du coup, va répondre à une annonce un peu... Voilà, on demande qu'elle n'ait pas de diplôme, qu'elle vienne s'occuper d'une bibliothèque dans un endroit un peu perdu. Elle a énormément de diplômes, elle a juste envie de changer de vie. Elle va y aller. Et en fait, c'est tout un roman qui est extrêmement délicat sur sa manière d'évoluer dans cette communauté qui en fait retourne un peu aux valeurs ancestrales, qui fait tourner en fait le village. Enfin, toutes les personnes qui sont là ont un commerce, s'occupent de l'éducation des enfants, donnent des cours. Et font tourner en fait l'économie locale. Ils sont un petit peu pas en autarcie, mais ils se débrouillent en fait, ils sont en autonomie. Et ils ont une conception du monde qui n'est pas archaïque, mais qui est un juste retour aux valeurs voilà, du mariage, de l'éducation, de la société telle qu'elle devrait être. Et ce roman est vraiment, enfin pour moi, ce qui se trouve essentiellement dans ce livre, c'est de la délicatesse. Dans la narration, dans les personnages, dans le caractère des personnages, dans la manière d'appréhender les choses, tout est une question de délicatesse. Et tout est très beau en fait. Il y a beaucoup de, pas de sous-entendus, parce que des fois en fait les choses elles sont clairement dites,
Mais par exemple, la fin est un sous-entendu, le lecteur est libre d'imaginer ce qui va se passer, la direction est donnée, mais le lecteur est libre de l'imaginer. Et j'ai trouvé que vraiment ce bouquin était très chouette parce qu'il est très doux à lire, il se lit vite, mais il est très doux, très délicat. Vraiment, je vous promets, ce livre, pour moi, c'est la définition même de la délicatesse. Il est écrit avec une légèreté qui est assez impressionnante parce que on n'est pas dans des dialogues qui sont envolés, on est vraiment dans des dialogues où les personnages s'écoutent et où même on a l'impression que l'auteur, la narratrice, le narrateur est à l'écoute même des personnages pour le retransmettre au lecteur à qui il offre une autre forme d'écoute aussi. C'est vraiment très... Enfin, je ne saurais même pas comment vous expliquer ça, mais ce livre est vraiment... Ouais, voilà, que je lis derrière, c'est pas un livre, c'est un ovni, un roman tombé du ciel. Ouais, c'est un peu ça en fait. Succulent à lire sans modération. Et clairement, ça fait réfléchir et en même temps, on a l'impression qu'on se pose au coin du feu juste pour arrêter justement de réfléchir et s'arrêter sur maintenant. Et je trouve ça vraiment très chouette. On devrait avoir plus de livres comme celui-ci. Mais en tout cas, celui-ci aura maintenant une place de choix dans ma bibliothèque, clairement. Pendant ce mois d'octobre, j'ai lu aussi D'ici là, porte-toi bien de Karen Plante. Donc ça, c'est le format France Loisirs. Alors, j'avais lu il y a quelques années au tout début, quand Karen Plante avait été publiée dans une grande maison avec Un merci de trop. J'avais pas mal apprécié à l'époque. Mais j'ai pas relu en fait de livres de cet auteur depuis. Alors là, avec l'achat France Loisirs, justement, je me suis plongée là-dedans et en fait j'ai été très agréablement surprise parce que c'est un livre, enfin avec le recul si vous voulez, parce qu'en fait c'est un livre qui se passe sur une semaine et on n'imagine pas ce qui peut se passer en une semaine. On suit 6 femmes qui arrivent en fait, soit qui travaillent dans comment ça s'appelle, l'avenue du Parc Resort and Spa. Soit qui travaillent là-bas, soit qui viennent là-bas pour se détendre, pour X ou Y raison, qui viennent passer une semaine là-bas. Et ces 6 femmes vont se rencontrer et nouer des liens, parfois pas forcément toutes ensemble, mais juste une ou deux, on les suit toutes les 6, mais elles vont s'entraider les unes les autres sur des choses pas évidentes. Il y en a une qui vient, que en fait son fiancé lui a dit non juste devant l'hôtel. Super. L'autre, son mari l'envoie là parce qu'il pense qu'elle est accro au travail et qu'il faut qu'elle réfléchisse. Voilà. On a une petite mamie qui vient passer ses 50 ans, je crois, de mariage avec son mari. Il y a vraiment des tas de personnages qui se croisent et c'est un roman en fait, qui se lit très très vite et qui se lit avec beaucoup de bienveillance aussi parce que c'est vraiment des épisodes pas faciles. On parle de problèmes de maternité, d'infertilité, de réflexion sur le mariage, on parle d'addiction au boulot. Enfin, il y a beaucoup de choses. On parle de la maladie aussi. Et je trouve que ce roman est très beau parce il amène chacun à considérer les autres avec ses propres choix, ses propres failles, tout en les aidant à aller plus loin et à devenir proprement eux-mêmes. Et je trouve ça beau en fait. C'est vraiment un roman qui est rempli de bienveillance et qui pourtant nous parle en fait de la cruauté du monde. Et d'ailleurs l'auteur finit sur cette note-là, c'est que tous les méchants ne sont pas forcément attrapés, que parfois ils continuent, mais qu'il faut quand même de la bonté dans ce monde. Et clairement, c'est ça qui ressort. Dans D'ici là, porte-toi bien, il y a beaucoup de bonté qui ressort et de bienveillance. Et du coup, je remercie Karen Plante d'avoir écrit un livre comme ça parce que ça fait du bien. On se perd pas du tout au milieu des 6 personnages, au milieu des 6 femmes. Au contraire, on se laisse bien porter par leur histoire, on se prend d'affection pour elles, alors que ça fait que 7 jours qu'on les suit. Donc, clairement, chapeau. Et puis, je vous le recommande, mais alors, sincèrement. Après ça, je me suis plongée dans une fin de série qui attendait. Enfin, une série que j'avais commencée il y a quelques années en arrière. Il s'agit du tome 3 de Lune pourpre de Laetitia Danaé, donc Embrasée, aux éditions Snag. Alors j'ai lu le tome 2 cet été, je crois que j'en ai parlé dans mon bilan lecture de l'été, ça peut être ça. Et j'ai lu ce tome 3, je me suis dit voilà, je vais enchaîner direct, ça fait trop longtemps que je laisse cette série attendre, et en fait j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Ce tome 3 surtout. La manière qu'a eu Laetitia Danaé de narrer cette histoire a été pour moi juste extraordinaire. On suit plusieurs personnages. J'ai eu l'impression en fait de me retrouver un peu dans un truc style Le Seigneur des Anneaux. On suit plusieurs personnages qui vont recouvrir toute la situation et on va se retrouver au centre de cette bataille qu'on nous promet depuis le premier tome. Et on suit pas seulement, on a du coup accès aux pensées de certains personnages qu'on a vus, qu'on a entreaperçus depuis le début de l'histoire, notamment Shae, Amara, un peu Sando, je crois, il me semble. Donc voilà, on a du coup une proximité avec ces personnages qui est vraiment renforcée
Et ça nous offre une autre dimension à l'histoire que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appréciée. C'est ultra top en fait. La narration est très bien faite, on est dans la troisième personne, tout est détaillé, on a l'impression qu'on prend son temps et en même temps on sent que la tension elle monte au fur et à mesure. Tout ça pour arriver à cette bataille qu'on attend depuis si longtemps et cette résolution qui va pas aller sans peine, mais qui est réaliste, qui est prenante, enfin, j'ai trouvé juste que tout était bien dosé, que tout était bien fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'évolution de Moira, l'évolution de tous les personnages. En fait, j'ai beaucoup aimé ce qui se faisait. On n'est plus dans le tome 1, on n'est plus dans le tome 2 non plus. Le tome 1, je l'avais trouvé assez lent à se mettre en place. C'est un tome 1, c'est normal. Dans le tome 2, c'est moi qui n'étais pas tout à fait dedans parce que j'étais en plein milieu de mon mariage, donc j'avais d'autres choses à penser, mais ça m'aidait à m'évader un peu. Là, je me suis totalement consacrée dedans et je suis rentrée à fond et j'ai apprécié tous les personnages et tout ce qui s'y trouvait en fait. Je crois que j'ai pas de... C'est pas un coup de cœur, mais j'ai pas de critique réelle à faire. Je suis juste un peu triste de quitter ces personnages et de ne plus pouvoir être avec eux pour la suite. Mais c'était vraiment très agréable, triste aussi parfois. Mais c'était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Donc si vous n'avez pas encore lu Lune Pourpre, si vous n'avez pas encore essayé cette saga, je vous la conseille, mais alors à 200%. Après ça, j'ai lu L'Église en procès, la réponse des historiens, sous la direction de Jean Sévillia, aux éditions Talendier / Le Figaro, je pense. Je connais pas trop cette maison. Alors, c'est un livre qui m'intéressait tout particulièrement, que j'ai piqué des lectures de mon chéri. Le sujet était forcé de m'intéresser en fait. J'aime beaucoup l'histoire et on parle de l'église, donc voilà. Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on dit? Est-ce que vraiment les croisades ont été des meurtres, des viols et tout ce que vous voulez, voilà, au nom de la religion? Est-ce qu'il y a vraiment eu des génocides lors de la colonisation des Amériques? Est-ce qu'il y a eu vraiment des tas de trucs? Enfin, il y a énormément de sujets. Il y a 18 chapitres allant de l'Église et les Juifs, anti-judaïsme ou antisémitisme. Et le dernier chapitre, par exemple, pourquoi l'Église a-t-elle tardé à prendre la mesure du scandale des prêtres pédophiles? Donc ce sont des historiens qui répondent aux questions, aux différentes questions qu'on peut se poser sur l'histoire de l'Église et qui font un peu le procès pour savoir si vraiment est-ce que tout est noir ou est-ce que tout est blanc ou est-ce que tout est plutôt nuance de gris. Mais clairement, ce que je peux dire, c'est que le tableau est quand même moins noir que ce qu'on nous dit. Donc ça fait toujours plaisir quand même à... Enfin, pas dire que ça fait plaisir, mais ça a quelque chose de très... Ça soulage quand même de lire la vérité et de lire les choses, que les auteurs soient d'accord ou pas avec ce que l'Église a fait. Les choses sont simplement posées et nous, on peut prendre un vrai regard là-dessus. Donc ça se lit assez facilement. Il y a des sujets qui clairement sont plus parlants pour nous que d'autres. Clairement, le scandale des prêtres pédophiles va peut-être plus nous parler que cette histoire d'inquisition. Et suivant comment c'est amené aussi. Mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié de lire et que je conseille vraiment parce qu'il y a vraiment de tout. En fait, c'est un peu des stéréotypes contre l'Église, ce qu'on lui reproche actuellement. Et c'est un peu ce que les auteurs ne cessent de rappeler, enfin les différents historiens ne cessent de rappeler, c'est qu'on ne peut pas juger une période d'histoire avec notre regard de maintenant. On peut tirer des leçons, mais on ne peut pas juger les actes des personnes à l'époque sans se référer à comment ils pensaient à l'époque. Et on ne peut pas comprendre comment ils ont fait ceci ou cela sans avoir conscience de tout ce qui s'est passé avant et de comment la société fonctionnait à l'époque. Parce et en fait, dans tout ça, dans tout ce qu'on reproche à l'Église, il y a aussi énormément de politique. Et l'Église n'a pas toujours, et rarement d'ailleurs, été d'accord avec ce qui a été fait, les guerres de religion, tout ça. En fait, ce sont des actes qui ont été, dont l'Église s'est retrouvée un peu manipulée parfois à ses détriments. Le pape, un peu, ne savait pas trop quoi faire non plus et n'a pas su réagir correctement. Et ce sont des choses qui sont reprises en fait à d'autres fins que la religion. Et c'est pour ça que ça fait, en tout cas, je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait lire, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle quand on parle de guerre de religion, d'inquisition, de scandale des prêtres pédophiles, d'argent, de l'argent de l'Église. L'Église n'a pas énormément d'argent. Il faut arrêter de croire qu'elle est riche et que le pape en fait roule sur l'or. On n'est pas chez les Borgia. D'ailleurs, les Borgia en fait ont donné une hyper mauvaise image qui a été relayée ensuite. Voilà, mais vraiment, je vous conseille ce livre parce que il lève un peu le voile sur tout ce qu'on peut avoir comme préjugés et comme
comme idée fausse sur l'Église. Il y a des choses qui ne sont pas forcément totalement fausses, mais il faut lever le voile. Et ce livre, il est excellent pour ça. Donc je le conseille. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis plongée dans un livre de Christian Bobin, donc vraiment tout petit. Il fait même pas une centaine de pages. Donc c'est Un assassin blanc comme neige chez Folio. Donc si vous n'avez pas vu, en fait, c'est un chat là-dessus. Et en fait, voilà, je vais vous montrer le petit résumé derrière. Vous pourrez faire pause pour le voir. J'espère que ça se voit en... Je vérifierai au montage si ça se voit à l'endroit. Mais en fait, ce livre m'a fait du bien. Hier, enfin, je l'ai lu hier, et avec tout ce contexte, les attentats, le confinement, tout ce qu'on essaye de nous balancer comme peur, ce livre a été comme d'ouvrir en fait une fenêtre sur la montagne et de respirer à la fois l'air pur de la montagne et de regarder les fleurs qui parcourent les champs de montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais franchement, c'est une des plus belles vues qu'il y a, de voir à la fois la montagne et sa majesté, sa grandeur, de sentir l'air de montagne, l'air pur de la montagne, et de voir ces champs de fleurs, d'air, et d'entendre, alors ça c'est le summum pour moi, je suis désolée de le dire, mais d'entendre les cloches des vaches. Ce livre a vraiment été voilà, l'impression qu'on ouvrait une parenthèse et que je pouvais respirer. Et je l'ai savouré, je crois que je vais le relire, je crois que c'est mon préféré d'ailleurs en fait de Christian Bobin pour le moment. J'ai retenu qu'une seule citation, mais j'aurais voulu retenir tout le livre parce qu'il est, mais il fait du bien. Et si vous ne connaissez pas Christian Bobin, mais lisez-le parce que ces phrases à la fois ouvrent des portes d'éternité et nous inscrivent dans l'instant présent, là, pour réfléchir, pour capter la beauté d'une fleur, capter la beauté d'une feuille qui tombe. Franchement, lisez-le parce que c'est beau, c'est simple, mais c'est beau. Et du coup, je ne l'ai pas précisé, mais le livre de Christian Bobin a été un coup de cœur. Et après, j'ai voulu lire encore une autre histoire qui me ferait du bien. Je voulais pas sortir de ma petite bulle en fait de bonheur, donc j'ai lu Retour de flamme à la librairie des cœurs brisés de Annie Darling aux éditions Hauteville, qui est un label des éditions Brajlon. Là aussi, ça a été un petit coup de cœur. Je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais juste passer un bon moment, et en fait, pour vous dire, j'avais eu déjà un petit coup de cœur en fait pour la librairie des cœurs brisés, le tome 1, qui m'avait fait pleurer de rire, tellement avec des situations incongrues dedans. J'avais vraiment beaucoup aimé. Certains diront ouais c'est kitsch, machin, tous les stéréotypes de la romance. Je m'en fous, ça m'avait fait du bien, ça m'avait fait rire, j'avais juste besoin de ça. Et j'avais beaucoup aimé le tome 2 sur Verity. Et le tome 3, je le craignais presque parce que de l'aperçu que j'avais, Nina n'était pas un personnage que j'appréciais énormément. Sa manière de vivre les choses me faisait un peu peur et je me suis dit voilà. Bon, je vais essayer quand même. Et j'ai tellement aimé, j'ai même envie maintenant de relire Les Hauts de Hurlevent, alors que clairement je l'ai lu quand j'étais au collège. J'ai pas aimé. Mais peut-être qu'avec mon regard d'adulte maintenant ça serait plus intéressant. Mais cette histoire, en tout cas, l'histoire de Nina et de Noah, oh, elle m'a tellement emportée. J'ai trouvé l'évolution de Nina, ses pensées, sa manière de voir les choses tellement... Enfin, je crois qu'on peut tous se retrouver en elle, ce manque de confiance, cette envie de vivre de passion et en même temps se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas que ça dans la vie. Et cette envie de se démarquer de nos parents, du moule dans lequel on veut se mettre. Parce que en fait, Nina est une femme qui fait du 42, voire du 44, qui est tatouée, qui s'habille en pin-up. Enfin, je trouve elle dégage quelque chose de magnifique, vraiment de magnifique. Et Noah est un personnage qu'au départ sur lequel elle veut absolument pas s'attarder. Il est pas tatoué, il fait pas bad boy. Au contraire, c'est un peu monsieur je sais tout. Et elle va aller, enfin, elle se rend compte encore une fois que c'est peut-être pas ce dont on a envie, qui est ce dont on a, enfin, peut-être que ce dont on a envie n'est pas ce dont on a besoin. Et vraiment, ce livre, je l'ai lu, enfin, je l'ai lu en une après-midi, hein, donc ok, j'ai fait que ça, mais je l'ai lu en une après-midi, donc je l'ai dévoré. Et je suis j'en suis ressortie avec un sourire mais débile. Et c'est exactement de ça dont j'avais besoin, de lire une romance et d'avoir mon petit cœur qui fait popo, de me tourner vers mon chéri et lui faire un gros câlin juste parce que je venais de lire une histoire d'amour que j'avais trouvée trop mignonne. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller parce que on parle de pardon de soi, de pardon des autres, bref, l'histoire est super, elle est assez fun aussi et vraiment, je vous la conseille. Cette série, c'est ma petite chouchounette, voilà, la série.
voilà, j'ai des petits coups de cœur, donc n'hésitez pas, foncez dessus. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Oui, je vous donne un petit spoil voilà, de ma lecture en cours. J'ai actuellement 2 lectures que j'ai commencées et que je n'ai pas terminées en fait pendant le mois d'octobre. Il y a déjà La magie de Paris de Olivier Gay que j'ai commencé hier soir et dont j'ai lu déjà une 50aine de pages. Donc c'est l'intégrale de chez France Loisirs. Ce matin j'en suis à 100 pages, je crois. Faut que je fasse gaffe, la dernière fois que j'ai voulu regarder comme ça, j'ai laissé tomber le marque-page. Je suis pas douée. Oui, un petit peu plus d'une centaine de pages, donc c'est-à-dire un tiers du tome 1 à peu près. Il y a 3 tomes en tout. Donc je suis déjà très très fan de l'histoire parce que ça parle d'une héroïne qui fait 1m83, donc juste 3 cm de plus que moi, qui fait de l'escrime. Bon, elle fait du sabre, elle fait pas de l'épée, mais c'est pas grave, on y parviendra. Et du coup, qui a un sacré caractère et je trouve ça super fun. Enfin, ça va être super facile de m'identifier à elle parce qu'elle parle de choses que je connais. Son référentiel est quasiment le même que le mien. Enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous faites 1m80? C'est difficile de s'habiller, c'est difficile tout ça. Je me plains plus, mais je me reconnais tellement dans certaines remarques qu'elle peut avoir que voilà. Puis enfin, l'univers de l'escrime en fait est connu aussi puisque c'est le sport que j'ai pratiqué à l'épée, pas au sabre, désolée. Et du coup voilà, je suis curieuse de l'univers magique qui se met en place et j'espère vraiment que je vais apprécier, mais pour l'instant je croche très très bien. Donc je remercie Caroline, ma pote qui m'a conseillé ce livre là parce que vraiment pour l'instant je kiffe. Et le deuxième livre en cours, c'est un livre audio, il s'agit des frères Karamazov de... Attendez que je vérifie. Je sais pas. C'est de Dostoïevski, lu par Vincent Violette et pour l'instant je suis la première surprise pour vous dire que j'aime énormément. Je ne pensais pas, je cherchais juste un livre qui tiendrait longtemps puisque ce livre-là fait 30 heures, donc ça va me tenir un vrai bon moment. Et en fait j'aime vraiment, je trouve la narration, déjà enfin, Vincent Violette a une narration qui est extraordinaire. Et l'histoire, en fait, m'intéresse vachement. Je suis curieuse de savoir ce qui va se passer et je me laisse emporter. J'aime beaucoup vraiment la narration, la manière dont c'est raconté. Je me laisse embarquer à fond, à fond. Donc j'espère pouvoir le lire en entier pendant le mois de novembre. Oui, je ne sais même plus quel mois on est. Pendant le mois de novembre et bah, je vous en reparlerai du coup pour le prochain bilan dans un mois. Voilà, voilà. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, bon, pour certains, le confinement total a recommencé. J'espère que vous vous portez bien, que le moral est bon aussi. Je voulais quand même vous souhaiter aussi, au passage d'ailleurs, pour vous remonter un peu le moral, une bonne fête. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Toussaint, donc c'est la fête de tous les saints. Et comme nous sommes appelés à devenir saints, et ben c'est notre fête aussi à chacun. C'est pas la fête des morts, la fête des morts c'est demain. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente fête de la Toussaint. Je vous souhaite d'avoir un bon moral, d'avoir de bonnes lectures. N'oubliez pas de soutenir vos libraires, soit de faire du click and collect, voilà, et de soutenir aussi les petits auteurs en auto-édition qui ont besoin de ça en fait pour vivre. Donc n'hésitez pas à les soutenir et à lire quand vous pouvez. Ça fait tellement du bien. Regardez les derniers coups de cœur que j'ai eus, ça fait tellement du bien de lire. Bon courage à ceux qui font le NaNoWriMo, je vais m'y lancer aussi avec Carole Siriti, si tu passes par là, pour écrire la fin de ma romance. Et voilà, je crois que c'est tout pour le moment. J'ai pas grand chose de plus à dire, je pense que je vais encore lire pas mal. Je vais certainement du coup faire une commande puisqu'il me reste une quinzaine de livres dans ma palle, soit faire une commande, soit lire des livres un peu sur ma liseuse. J'ai quelques livres vendus, mais voilà, je reviens vous en parler dans un mois. Peut-être que je ferai une vidéo entre temps, si j'ai le temps. On verra entre le nano et la lecture et le travail qui pour moi ne s'arrête pas puisque je travaille en Suisse et qu'en Suisse on ne confine pas. Et puis qu'en France de toute façon c'est pareil, les crèches ne sont pas confinées donc on continue le boulot. Gardez le moral, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches même si vous ne pouvez pas être à côté d'eux physiquement. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis faites d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.